Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format de débat. Aujourd'hui, on reçoit le général Trinquant, merci d'être là. On reçoit également Georges Kuzmanovic dans le cadre de ce débat qui aura pour thématique la guerre et le conflit russo-ukrainien. Il s'inscrit dans le cadre d'un magazine qu'on lance, donc un trimestriel, avec le premier numéro que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en kiosque, qui est un 122 pages, qui traite de nombreux sujets, et particulièrement celui qu'on abordera également aujourd'hui, donc le conflit russo-ukrainien. Juste pour vous présenter, Georges Kuzmanovic, vous êtes ancien conseiller de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui président de votre propre parti politique, République Souveraine. Général Trinquant, vous êtes général, bien évidemment, mais vous êtes également, vous avez été le chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Ouais. Vous avez également évolué au sein de l'OTAN. Vous avez commandé un bataillon au Liban. Et vous avez conseillé 2 commandants de forces onusiennes durant la guerre de Yougoslavie. Alors, première question, ou plutôt j'aimerais rebondir sur une interview que vous avez donnée chez nos confrères. Vous avez déclaré, je vous cite, « Cette guerre n'est la volonté que d'un seul homme, Vladimir Poutine, le président Vladimir Poutine ». J'aimerais rebondir là-dessus et vous poser la question du pourquoi, à votre avis. De quoi émane cette volonté ? Alors, je pense que c'est l'idée d'un seul homme qui s'est mis dans une impasse dont il a du mal à sortir maintenant. Cette volonté, à mon avis, elle repose sur plusieurs éléments, des éléments historiques, c'est-à-dire une vision de la Russie, de l'Ukraine, de cette région européenne, et du fait que toutes les Russies, comme on disait, on le mettait au pluriel autrefois, toutes les Russies, ça comprenait la Russie, mais aussi l'Ukraine et la Biélorussie. Et que donc, il n'y avait pas de raison que l'Ukraine se sépare de la Russie, elle devait tenir dans la Russie. Donc ça, c'est une vision historique, première chose. Vision personnelle de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un autocrate depuis 2002. Depuis 2000, il est à la tête de la Russie. Il a fait de très belles réussites en Russie. Il a beaucoup développé l'économie russe, etc. Mais il n'a pas d'opposition. Il n'a pas de contestation. Et il n'a pas de contestation politique, des partis politiques qui pourraient s'opposer à lui, mais il n'a pas d'opposition autour de lui non plus. Et pendant la période que nous avons vécue, pendant les 3 dernières années, la Covid, ça s'est radicalisé. Le président Poutine s'isolait beaucoup pour ne pas être en contact, comme beaucoup de gens d'ailleurs, en contact avec le virus. Et du coup, avoir un rendez-vous avec Vladimir Poutine, c'était 4 ou 6 semaines à l'avance. Et généralement, il rencontrait beaucoup de gens qui pensaient comme lui. Mais ça, c'est... Vous avez la gentillesse de dire que j'ai été conseiller de chef en Yougoslavie. Mon rôle, c'était de dire le contraire de ce que pensait le chef. Mais dans une autocratie, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On a tendance à dire ce que le chef a envie d'entendre. Et du coup, quand vous travaillez comme ça pendant longtemps, vous vous persuadez. Et vous vous persuadez de quoi ? Vous vous persuadez du fait que finalement l'Ukraine doit être russe. Bon, je reviens au phénomène historique. Et pour ce faire, il suffit de faire un coup d'État. Et faire un coup d'État, ça veut dire monter une opération dans laquelle, en 3 jours, l'Ukraine change de pouvoir et je mets quelqu'un à la place. Sauf que cette perception était totalement fausse. Les services russes se sont plantés. Le FSB en particulier s'est planté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 jours, le pouvoir n'a pas changé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Messieurs, maintenant, les militaires, montrez-moi ce que vous savez faire, la guerre. La seule opération de guerre qui était prévue au départ, c'était une opération aéroportée au sud de Kiev, qui a foiré, parce que les renseignements américains ont été très très précis sur cette opération, et que les avions n'ont pas pu se poser, ils sont repartis en Biélorussie, et donc l'opération aéroportée a raté. Mais le reste n'était pas prévu. Le reste, c'était une pression militaire qui accompagnait un coup d'État. Et il y a loin entre une pression militaire qui accompagne un coup d'État de la guerre. Et donc, là, l'armée russe a dû se réorganiser pour faire la guerre. Et comment elle l'a fait ? En basculant ses forces, puisqu'elle ne pouvait pas déboucher du côté de Kiev, en basculant ses forces dans le Donbass, en Crimée, en revanche, de Crimée vers, en particulier, Kherson et Nikolaïv, au-delà, pour aller vers Odessa, ils avaient très très bien réussi au départ, puisqu'il y avait une défense qui n'était pas très solide dans ce coin-là. Et donc, là, l'armée russe
a dû se réorganiser pour faire la guerre. Et là, eh bien, l'armée russe a montré à la fois la puissance de son artillerie, sans aucun doute, mais la faiblesse de sa logistique et la faiblesse de son commandement au niveau tactique. Voilà. Juste sur les raisons, je vous laisse rebondir. Je vois que vous voulez rebondir depuis tout à l'heure, Georges Alors, Kuzmanovic. je pense que d'entrée de jeu, on va être en porte-à-faux. Pour moi, ce que vous récitez un narratif absolument Je ne otanien. récite pas, permettez-moi. Justement. Là, restons polis. Je ne récite pas. Poli. Je vous en prie, Bah Mathieu. non, réciter C'est un un narratif. narratif. Réciter un narratif, pardonnez-moi, ça voudrait dire que je suis un perroquet. Je ne pense pas être un Je ne vous ai perroquet. pas coupé, c'est juste que j'ai entendu cet argumentaire de nombreuses fois. La psychologisation d'un individu, considérer qu'un État entre en guerre ou mène une politique, une géopolitique par la volonté d'un seul individu, c'est un narratif qu'on entend souvent en ce moment, qu'on a déjà entendu à d'autres époques. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Ce qui se passe... Donc vous allez me réciter un autre narratif. Exactement. Je vais vous réciter un autre narratif, Bon. mais pas récité, puisqu'il s'entend quand même beaucoup moins sur nos ondes. D'abord, il n'y a pas un seul homme qui dirige, et je connais suffisamment bien la Russie pour savoir que, pour avoir été entre autres avec l'opposition de gauche, celle qui est manifestée en 2011, mon ami Udaltsov a fini, lui, plus de 4 ans et demi en prison. Il a fallu beaucoup de temps pour le sortir. Donc il y a une opposition, et l'opposition, il y a des jeux de pouvoir au Kremlin, entre des gens que vous pouvez considérer qui ne sont pas dans une opposition, mais c'est une opposition de pouvoir. La politique en Russie est beaucoup plus complexe que celle d'un dictateur marionnettiste qui dirige tout. Or, il se fait qu'il y a une autre raison à cette guerre, il y en a même plusieurs. Et ça a été suffisamment dit par les Russes, et je ne vais pas le prendre du côté russe, je vais le prendre du côté de me mettre en géopolitique, puisque je suis également un géopoliticien. Je parle des géopoliticiens réalistes américains, M. Mearsheimer, M. Kennan, George Kennan, qui fut celui qui a organisé le containment de l'URSS, M. Kissinger, et même M. Brzezinski, qui a écrit Le Grand Échiquier et qui est un grand adversaire de la Russie. C'est M. Kennan qui, en 2008, disait « Il faut absolument arrêter. On ne peut pas le soupçonner d'être dans un narratif pro-ukrainien, pro-russe, pardon. Il faut absolument que l'OTAN ne passe pas la ligne rouge de l'expansion de l'OTAN en Ukraine, sinon il y aura la guerre. » Kissinger a dit la même chose. Qui était acquis. Je rappelle qu'en 2008, il y a eu un veto Non. sur l'Ukraine rejoignant l'OTAN. Et c'était même la France et l'Allemagne qui l'avaient mis. C'est pas aussi simple, comme vous savez. Il y a eu un coup d'État en 2004. Il y a eu le sommet de Bucarest en 2008 qui disait que la Géorgie et l'Ukraine devaient rentrer dans l'OTAN. C'est écrit clairement. Si vous êtes russe, vous voyez que c'est écrit. Vous avez ensuite la mise... On n'a pas vu la même chose alors. Hein. Bien sûr. Il y a eu veto de l'Allemagne et de la France. Oui, mais, enfin le veto, pas à l'entrée. Le veto à l'entrée à ce moment-là. Mais l'Ukraine est inscrite dans un partenariat. Vous savez que le partenariat avec l'OTAN mène souvent à la Russie, je le rappelle, qui était partenaire avec l'OTAN. À l'entrée dans l'OTAN, et ainsi de suite. Et une autre raison, c'est celle qui est annoncée depuis très longtemps par les dirigeants russes, quels qu'ils soient, c'est qu'ils ont entre 20 et 30 millions de leur population qui est disséminée dans les autres pays de l'ex-URSS. C'est comme ça. L'URSS s'est effondrée. Et comme l'ont dit certains, il n'y a jamais eu de grands débats internationaux, de grandes conférences internationales sur la paix et la sécurité, comme on aurait dû en avoir, comme on en a toujours après l'effondrement d'un empire. L'URSS s'est effondrée, ça n'a jamais eu lieu. Moi, à l'époque, vous l'avez dit, je conseillais M. Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et on voit combien on ne s'était pas trompé. Il disait il faut absolument que sous l'égide de l'OSCE, il y ait une conférence internationale sur la paix en Europe et les frontières. Sinon, ça va tourner en guerre. On en a déjà une en Yougoslavie. On risque d'en avoir une en Ukraine. On y est. C'est entre autres ce problème-là. Et vous savez très bien que l'Ukraine est une construction, comme tous les pays. C'est une construction très récente et très complexe ethniquement, linguistiquement, en termes de religion. Ce n'est pas exactement le même ukrainien, ni la même langue à Lvov qu'elle l'est à Donetsk. Et certains se considèrent plus occidentaux et parfaitement légitimement de par leur histoire, de par leurs aspirations, et d'autres plus russes de par leur histoire, leur langue, leur aspiration. Donc c'est un autre élément de guerre, vous le savez très bien. Ça n'est pas pour rien qu'il y a eu les accords de Minsk II. Et dans les causes de la guerre, je crois que Mme Merkel, en décembre de l'année dernière, décembre 2022, l'a avoué, confirmé par François Hollande, qu'il
il n'était absolument pas question d'appliquer les accords de Minsk II. C'était voué à gagner du temps pour former par les Américains l'armée ukrainienne. Je vous rappelle également que Zelensky a été élu massivement, 72 ou 73% de la population, sur un programme de paix visant à appliquer Minsk II. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il sort en août 2021 ? Un ordre pour reconquérir et le Donbass et la Crimée. Permettez-moi de vous dire que c'est un récit qu'on entend en permanence, dont on n'a aucune preuve. Lequel exactement ? Madame Merkel, c'est pas vrai ? Que l'ordre donné par Zelensky de reconquérir. Mais enfin, et encore récemment, comment il s'appelle ? Un de ses conseillers proches qui disait que de toute façon, il aurait une opération. On peut s'arrêter 2 minutes sur les accords de Minsk. Si vous voulez. On y reviendra peut-être, on laisse terminer peut-être, on revient ensuite sur les accords. Donc il y a les accords de Minsk, et il y a, je pense que tout cela est extrêmement secondaire au niveau international. Que je pense, pas pour les Ukrainiens qui le subissent de plein fouet avec une extrême violence, en particulier les militaires, mais aussi les civils. La guerre en Ukraine est absolument secondaire d'un combat beaucoup plus vaste qui voit s'affronter les BRICS, menés principalement par la Chine, secondés par la Russie, contre les États-Unis. Et spécifiquement sur l'hégémonie du dollar. On a là un affrontement global depuis plusieurs années entre ceux qui se disent, en tout cas eux ils le pensent comme ça, les BRICS, d'une vision multilatéraliste, en tout cas une vision où l'organisation économique du monde ne repose pas sur l'hégémonie du dollar, et donc sur l'hégémonie américaine au niveau géopolitique, mais sur une discussion entre nations puissantes, au groupe de nations puissantes. On le voit bien avec les soutiens ou les non-sanctions d'un certain nombre d'États dans le monde, même les 3/4, envers la Russie, que pour beaucoup, on peut le regretter, mais pour beaucoup, c'est « vas-y Ivan, on te soutient ». Vas-y Ivan à quoi ? Vas-y Ivan à s'aborder cette hégémonie américaine. Mais tout ceci, pardonnez-moi, tout ceci, qui sont des explications que je reçois, n'explique pas qu'allait-il faire dans cette galère. Pourquoi Poutine s'est-il lancé dans la guerre ? Pourquoi Poutine s'est-il lancé dans la guerre ? Ce qui était la question que vous m'aviez posée. Question de départ, et à cette question-là, je répondais parce que Poutine est un homme qui a décidé ça seul, parce qu'il a eu une mauvaise appréciation sur ce qu'était l'Ukraine et sa capacité de tenir politiquement et militairement, mais militairement, il n'était pas le seul. Je rappelle que les Américains, la première réaction, ça a été de dire à M. Zelensky, on vous embarque. C'est-à-dire qu'ils pensaient que l'Ukraine ne tiendrait pas militairement. Donc voilà. Moi, je disais tout à l'heure... Je me permets de rebondir là-dessus. Je vous rappelle, ce sont des données OSCE, que juste une douzaine de jours avant, 10 à 12 jours avant le 24 février, il y a une intense préparation d'artillerie de l'armée ukrainienne sur les positions des indépendantistes. Permettez à un militaire de vous dire que c'est Poutine qui a fait franchir la frontière à ses chars, à ses blindés, c'est lui qui a déclaré la guerre. Après ça, qu'on vous dise, vous comprenez, les tirs qu'il y avait depuis 8 ans, parce qu'il y avait des tirs depuis 8 ans, ils étaient un peu plus forts, un peu plus machin, etc. Mais vous avez une guerre qui est là depuis 8 ans, depuis 2014, avec des victimes civiles et des victimes militaires. De toute façon, de facto, il y a une séparation. Ce sont deux États indépendants. Je vous disais tout à l'heure, une des raisons, c'est les populations russes. Je rappelle que même la Chine ne les reconnaît pas. Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres qui ne reconnaissent pas le Kosovo. C'est la même histoire. On est là dans un affrontement géopolitique. En tout cas, il y a visiblement une concentration de force. Et puis, je me permets, puisque vous n'avez pas fait dans le topo général, je ne suis pas général comme vous, mais j'ai eu la chance d'être militaire et de faire des opérations extérieures. J'ai même fait, comme vous sûrement, l'école de guerre, même si c'était pour le plus petit niveau. Je sais également de quoi je parle dans ce domaine. Et vous avez des concentrations de forces ukrainiennes, vous avez une préparation d'artillerie, vous avez une opération qui se lance sur le Donbass. Et donc vous avez une réaction militaire. Il n'y a pas eu d'opération lancée par les Ukrainiens dans le Donbass. Vous avez une opération militaire russe qui est relativement mal ficelée, avec une tentative de blitz. Je rappelle quand même la situation, 180 000 militaires russes partent à l'assaut d'un pays dont l'armée régulière est de 220 000 hommes, qui a 400 000 hommes sous les drapeaux, en plus, qui est un pays de plus de 40 millions d'habitants, qui est 15 à 20% plus grand que la France, avec 180 000 hommes.
La France a été envahie pendant la campagne de France de mai-juin Oui. par Vous 3 cherchez à me millions de prouver soldats. que l'armée russe Mais rien du n'était tout. pas faite pour ça. Bah oui. Elle a Elle raté. était pas faite pour Non, ça. elle a raté son. Elle a raté. Mais bien sûr. On fait une guerre, elle rate. Mais, Elle a donc, raté l'opération. donc, Les je Ukrainiens répète- étaient très bons. Et comme ils ont raté cette opération, ils se sont retrouvés dans la situation où ils se sont retrouvés. Maintenant, ils recomplètent, ils renforcent leur armée et ils vont y aller plus lourdement. D'ailleurs, ils y vont plus lourdement et malheureusement, à la grande souffrance des Ukrainiens. Non mais attendez, je reviens. L'origine de la guerre. Alors justement, j'ai une question. Oui. Pour vous, le point de départ de ce conflit n'est que la volonté de Poutine et nullement les événements qu'il y a eu, par exemple, dans le Je vous Donbass. donne un exemple et je reviens pour ça à Minsk. Les accords de Minsk, mal appliqués par les Ukrainiens, par tout le monde. Je rappelle simplement, et permettez-moi de revenir à mon expérience de l'ONU, la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. À tout moment, la Russie pouvait apporter les accords de Minsk sur la table du Conseil de sécurité, en disant « ça n'est pas appliqué, il faut faire quelque chose ». Jamais la Russie n'a apporté les accords de Minsk au Conseil de sécurité. C'est resté dans le format, vous savez, le format Normandie, etc., c'est-à-dire en dehors du Conseil. Mais si c'est resté en dehors du Conseil, c'est parce que les Russes n'ont jamais voulu l'amener. Si c'était essentiel pour eux, ils l'apportaient sur le Conseil de sécurité. Et il dit maintenant, là, les 15, essentiellement les 5 d'ailleurs, on va discuter des accords de Minsk. Jamais. Pourquoi ? Parce que le président Poutine ne voyait que l'épreuve de force. L'épreuve de force qui pouvait être un coup d'État au départ, qui, je le répète, a raté. Bon, ça c'est une mauvaise appréciation. Et du coup, qui se transforme en guerre. Mais c'est un membre du Conseil de sécurité qui a refusé de traiter le sujet de façon diplomatique comme il aurait dû être traité. Il faut le rappeler, ça. Oui, mais à ce moment-là, on rentre dans les détails, je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le C'est monde. pas vraiment un détail. Mais rentrons dans les détails. L'accord de Minsk, ce qui se sait assez peu, n'est pas un accord entre les Russes et je ne sais qui. C'est un accord ukrainien entre le gouvernement de Kiev et les deux partis indépendantistes de l'Est de l'Ukraine. C'est entre eux, les accords de Minsk. Oui, mais il y a des chapeautés par garants les Russes. extérieurs. Non, Mais c'est des attendez. garants. Oui, mais vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Parce que c'est un fait. Non, mais Il y a attendez. 2 garants extérieurs pour Oui. Kiev, c'est la France et l'Allemagne. Ouais. Et il y a un garant extérieur à l'accord, qui est la Russie. Mais je La France n'a pas plus amené les accords de Minsk Mais non, mais au Conseil de attendez, sécurité, attendez. il me semble. Mais jusqu'à preuve du contraire, la France n'a pas envahi la Russie parce que les accords de Minsk n'étaient pas appliqués. Là, la Russie a envahi l'Ukraine parce que les accords de Minsk n'étaient pas appliqués. Et donc, je dis que la Russie aurait pu apporter ça au Conseil de sécurité. Elle a refusé de la faire parce que la seule chose qui comptait pour eux, c'était l'utilisation de la force. Parce que même les accords de Minsk appliqués, ça ne convenait pas à M. Poutine. Ça ne convenait pas, puisque son sujet... En tout cas, là où je serai d'accord avec vous, c'est que pour ceux qui suivent depuis longtemps, bon, d'abord, moi je considère qu'un conflit qui est au moins depuis 2014, mais les Russes se Bien préparent très très clairement. Pas depuis 2014, selon moi depuis 2007-2008. C'est le Bien grand sûr. tournant, c'est le discours c'est à Munich. Munich. C'est le discours de Munich. confirmé pour les Russes, et pas que pour Poutine, par le sommet de Bucarest. Il y aura après les événements de Maïdan, puis la guerre de 2014, puis la Crimée, et une montée en puissance. Et on le voit en termes d'industriel, de réarmement, d'agriculture, que les Russes ne se préparent pas juste à un banquet. Ils se préparent visiblement à la guerre. Bien sûr. Mais le déclenchement lui-même, c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus complexe. Et ce sont des enjeux géopolitiques et économiques lourds, globaux, qui, si Poutine mourait demain, il serait remplacé, et je pense par pire, vu qu'il y a derrière. Et ça continuerait exactement de la même manière. Vous avec avez raison. Un engagement plus violent. Vous avez raison en Et citant... le 24 n'est qu'un moment d'un affrontement plus large. Pardon. Vous avez raison en citant 2007. Je pense que le virage que les gens n'ont pas assez analysé, n'ont pas assez vu, c'est le discours de Poutine à Munich en 2007, au Forum de la sécurité allemand, dans lequel, pour la première fois, il dit, moi, l'unilatéralisme américain, je n'en veux pas. Et c'est le début de ce que vous décrivez comme une montée en puissance, mais au passage, une très mauvaise montée en puissance. L'armée russe a montré que sa montée en puissance avait été mauvaise. Et qui doit déboucher sur l'utilisation de ces moyens pour régler les problèmes. C'est-à-dire que je ne règle pas les problèmes de façon diplomatique, je les règle avec des moyens militaires. C'est ça. Mais je suis d'accord du côté russe. Et donc en 2014, ils ont très bien fait les choses. La prise de la Crimée a été une remarquable manœuvre. Alors on peut critiquer que ce soit, peu importe, ça a été une manœuvre bien montée, où les Occidentaux ont été un peu mous du genou, comme je dirais. Ils ont pris ça, puis ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et du coup, l'étape suivante,
c'est 2022, mais je répète, l'étape suivante, c'est 2022, avec l'utilisation de moyens militaires, mais qui aurait dû se passer bien par un coup d'État, un petit peu comme ça s'est passé en 2014, sauf que le coup a raté, parce que ce que n'a pas compris Poutine, c'est qu'entre 2014 et 2022, au-delà de la préparation par les Américains et les Anglais, bien sûr, de l'armée ukrainienne, il y a surtout une conscience nationale ukrainienne qui s'est sérieusement installée, qui n'existait pas avant 2014. On verra ce qu'il en sera. Je vous rappelle quand même que depuis l'an 2000, ce sont 250 000 Ukrainiens à passeport ukrainien qui vont s'installer en Russie. C'est-à-dire qu'on a un mouvement de masse. Mais très bien. On s'intéresse au mouvement. Mais non, et ceux qui ne veulent pas vivre en Ukraine, qu'ils aillent vivre ailleurs, moi, il n'y a aucun problème. La guerre fera ce qu'elle voudra. On verra bien qui sortira vainqueur du conflit, jusqu'où, et s'il y a une partition, pas une partition, une reconquête de l'Ukraine. Mais il y aura des mouvements de population. Je pense qu'on pourra en reparler. Mais sur 2007... oui, on est d'accord là-dessus. Je répète le point de départ qui est le mien au début. Ce sont les géopoliticiens américains et pas des farfelus. Encore une fois, Kennan, Kissinger, Mearsheimer, donc, qui disent dès 2008, il ne faut pas aller provoquer les Russes en Ukraine en voulant, et la Géorgie évidemment, absolument que ces deux pays rentrent dans l'OTAN. C'était de la position de la France également. On peut considérer que... qui est bien évidemment moins écouté qu'à l'époque du général de Gaulle, depuis que M. Nicolas Sarkozy nous a fait rentrer dans le commandement intégré. Tant qu'on n'y était pas, on avait cette voie qui permettait de dire, d'être une sorte de garantie. On pourrait discuter longtemps du commandement intégré dont personne n'y comprend rien. Alors, et voilà. On parlait tout à l'heure des moyens qui sont mis à disposition. Justement, selon les informations de Kiev, il y aurait une grande offensive russe qui se prépare actuellement. Moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut se fier à ces informations? Est-ce que les informations côté ukrainien sont-ils fiables? Non, mais elles sont fiables, alors qu'elles viennent de l'Ukraine ou pas. Elles sont fiables pour une raison très simple. Je rappelle qu'après l'été, et jusqu'au mois de novembre, il y a eu une offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv et dans la région de Kherson. Le commandant du théâtre de l'époque a réussi à obtenir l'autorisation de décrocher de la rive droite du Dniepr. Donc de rapatrier les forces russes qui étaient sur la rive droite du Dniepr, dont j'expliquais qu'elles avaient traversé facilement parce qu'il y avait une opposition très légère à l'époque. Donc il s'est retrouvé avec de nouvelles forces pour réorganiser tout le front du Donbass. Premier point. Deuxième point, la mobilisation. 300 000, 500 000, peu importe le chiffre, mobilisation russe. Ben, naturellement, ça rajoute des effectifs. Et donc, la réorganisation du dispositif en s'appuyant entre le Dniepr et la région au nord, en gros au sud de Kharkiv, permet de réorganiser l'ensemble des forces et de les augmenter considérablement. Donc l'évidence, c'est que ce n'est pas fait pour jouer au petit soldat de plomb, c'est fait pour renforcer le dispositif. Alors maintenant, quand on parle de l'offensive, je dis souvent, qu'est-ce que ça veut dire l'offensive? Aujourd'hui, je pense que le président Poutine a compris que la conquête de l'Ukraine était hors de portée pour lui. En revanche, la consolidation de ce qu'il a annexé, c'est-à-dire le Donbass jusqu'à la région au nord de la Zaporijie, la région au nord de la Crimée, ça, je pense que c'est un objectif qu'il pense pouvoir atteindre. Et ça lui permettrait de dire, ben moi, ça y est, je protège les populations russophones. Et donc, j'ai rempli ma mission. Mais la conquête de l'Ukraine, je rappelle, il y a 1 an, c'était renverser le pouvoir en Ukraine. Ça, il sait qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc je pense que oui, il y a une offensive russe en préparation, mais je pense que c'est une offensive, alors limitée pour le soldat qui est au sol, c'est jamais limité, hein, mais que c'est une offensive avec des objectifs limités. C'est-à-dire d'installer une zone sous contrôle russe et de dire maintenant, bah, vous ne pouvez pas, les Ukrainiens, me la reprendre, donc qu'est-ce qu'on fait? Et on se retrouve... Alors, certains, négociations, pas négociations, machin, etc. Moi, je n'aime pas regarder si loin dans le domaine diplomatique, parce que c'est d'abord le rapport de force qui va compter. Alors, j'aimerais aller au-delà juste, je vous laisse la parole bien évidemment juste après sur l'offensive, bien évidemment. J'aimerais juste préciser encore plus cette question et développer. Pourquoi je vous pose la question de la fiabilité de ces informations qui sont données par Kiev? C'est qu'elle s'inscrit quand même dans un calendrier où on voit le président Vladimir Zelensky demander plus de moyens, notamment à l'Occident et aux forces de l'ONU. Le calendrier est assez serré. Beaucoup de pays hésitent aujourd'hui à envoyer ces moyens militaires. Et cette information arrive par Kiev en grande offensive qui pourrait arriver.
Que l'Ukraine utilise l'argument de l'offensive pour obtenir plus de moyens, c'est une évidence. Mais oui, la réalité est là. Je veux dire, l'offensive, elle a commencé. Elle a commencé, vous regardez tous les jours. Alors, ce n'est pas des grandes avancées, des grandes cavalcades dans les plaines ukrainiennes, mais ça avance, ça grignote, avec des pertes épouvantables des deux côtés, d'ailleurs. Hein. Mais il y a, si vous voulez, en gros, vous avez eu un mouvement d'avancée. Alors, je mets de côté le début du mois de février, de la fin du mois de février, le début de l'opération. Mais après, vous avez eu une avancée russe, puis qui s'est arrêtée globalement à l'été, et une avancée ukrainienne qui a été entre septembre et novembre. Et puis, depuis le mois de novembre, pas passé grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a réorganisation. Mais maintenant, évidemment, on voit les Russes qui recommencent à progresser, lentement, difficilement, mais qui progressent avec l'utilisation massive de l'artillerie, qui est la technique russe. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Et ça progresse. Georges Kuzmanovic, sur l'offensive possible. Le président Zelensky fait son travail. Il est président d'un pays en guerre. Alors on ne sait pas exactement quel est l'état de l'armée ukrainienne, mais le minimum, on a dit qu'on le soutenait, il demande de l'aide. Il y a des problèmes très sérieux Mais c'est son travail, encore une fois. Je ne suis pas là pour juger les gens. Il dirige un pays qui est en guerre. Donc lui, son boulot, c'est de mentir absolument, si c'est nécessaire, pour avoir une dernière cartouche. Vous comprenez ? Ou alors, de dire, on n'y arrive pas, on fait la paix. Il faut mentir quand on dirige, ça me semble tout à fait, légitime, plutôt logique. Bon. Maintenant, on est d'accord, il y a une offensive colossale russe. Sauf qu'elle se fait, ça s'appelle une guerre d'attrition. C'est-à-dire qu'ils ont le dieu de la guerre avec eux, ils l'ont toujours eu, c'est l'artillerie. Ils en ont entre 3 et 8 feux contre 1, suivant les zones, c'est énorme. Et visiblement beaucoup plus d'obus. On peut disserter après, je vois bien dans les médias, les Ukrainiens reçoivent des missiles très intelligents occidentaux, alors que les Russes, ils tirent des vieux machins. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et puis quand vous prenez 8 pélos, comme on dit, sur la tête contre 1, ça, c'est dur. Moi, j'entends les interviews, y compris sur LCI. Tout n'est pas traduit en russe. Mais il y avait un capitaine sur le front qui disait on n'a plus de mortiers d'obus de 82 et de 120 pour nos mortiers. Alors, on ne peut pas tirer alors qu'on repère les gars au drone. Bon, ça n'a pas été traduit, c'est tout à fait intéressant. Donc, il y a une offensive en cours. Là, je me baserai sur... parce qu'avoir des informations, c'est toujours très compliqué. Moi, j'étais dans les opérations psychologiques. Bon, ce sont des gens qui s'échinent d'un côté à l'autre à mentir, à désinformer. Encore une fois, c'est le boulot pendant la guerre. Vous n'allez pas dire exactement ce que vous faites, combien vous avez de réserves, qui vient recompléter ou ne recomplète pas, quelles sont vos réserves réelles. Est-ce que les gens sont d'accord pour être recrutés ? Ça, c'est très compliqué. En général, c'est le travail des historiens. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, et là je suivrai le général Olivier Kempf, qui a été grand spécialiste à nous de l'OTAN, qui a servi longtemps là-bas, il dit, vu ce qui se passe, il y a deux options. Soit on a une armée ukrainienne qui est en train de tenir et de prendre le coup avec beaucoup de pertes, mais qui a du sang-froid et qui est en train de se réorganiser à l'arrière avec une armée pour faire une offensive, à son tour, comme ils l'ont fait, vous l'avez dit. C'est une possibilité. Rien ne nous l'indique, en tout cas de là où on est. Il y a aussi la possibilité qu'ils soient déjà très sévèrement attritionnés, puisque dans les pertes, c'est l'affrontement des chiffres. Moi, les chiffres que moi m'arrivent, c'est on est déjà à 150 000, 160 000 morts chez les Ukrainiens. Ce qui est colossal, même si c'est le chiffre de 100 000 de Mme von der Leyen qui a été retiré, parce que ça... Bon, on a plein d'informations des Ukrainiens, mais l'information première, savoir combien ils ont de pertes, ça on l'a jamais, nulle part, sur aucune chaîne occidentale, personne ne le sait. Alors qu'en ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Hein. Oui, non mais c'est plus normal de notre côté qu'on ne sache pas combien on est exact de pertes russes. Par contre, on sache des détails, mais vraiment ridicules. Par contre, le nombre de pertes, même une grande fourchette, rien, c'est silence radio. Encore une fois, il y a eu les séquences de Mme von der Leyen qui a été reprise, recollée, enfin bon. Mais non, elle voulait dire que c'était pas que des morts, c'était aussi des blessés, enfin bon. La réalité, c'est que, je reprends l'exemple de la campagne de France, de mai-juin, c'est 90 000 morts du côté de l'armée française. En Deuxième Guerre mondiale. Là, les Ukrainiens, rien qu'à 100 000, c'est beaucoup. C'est un gros sacrifice. 150 000,
Ce qui doit être la réalité actuelle. Vu ce qui se passe depuis 2 mois sur le front, c'est encore plus, sachant que le ratio blessés tués, c'est x3. Donc on est dans les 350-400 000 blessés, c'est-à-dire 3 fois le volume de l'armée régulière ukrainienne il y a 1 an. Et donc, c'est bien normal que M. Zelensky demande des armes et des moyens, parce que, je répète, la première option du général Kempf, c'est il y a un risque d'effondrement. Et s'il y a un risque d'effondrement, les Russes, eux, derrière, ils ont une profondeur de champ, ils ont une profondeur stratégique, une profondeur de ressources, une profondeur de moyens en termes d'obus, et on pourrait se retrouver dans une situation extraordinaire où notre soutien à l'Ukraine aurait amené tout un tas de morts en Ukraine et une perte de territoire massive, c'est-à-dire encore plus que les 4 oblasts que visiblement ils veulent garder coûte que coûte. Vous avez l'air d'accord, Général Trinquant, avec... Juste 2 points. Vous me posiez la question à propos de l'offensive russe et je vous ai répondu à propos de l'offensive russe. Sur l'offensive ukrainienne, 2 choses. Qui aurait dit en septembre-octobre que l'armée ukrainienne réussirait 2 offensives à Kherson et à Kharkiv en faisant reculer l'armée russe comme elle l'a fait reculer. Alors à Kherson, le retrait a été progressif, puis à mon avis négocié. À Kharkiv, en revanche, il y a eu vraiment... ils ont été enfoncés, quoi. Donc aujourd'hui, moi, ce que je retiens, c'est 2 choses. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne annonçait il y a 1 mois et demi qu'il préparait une offensive. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Mais de même qu'on n'avait pas vu en juin-juillet l'offensive partir vers Kharkiv ou Kherson. Donc, bon. 2e point, les méthodes sont radicalement différentes entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. L'armée russe, elle est restée telle qu'on l'a connue. Moi, on parlait de commandement intégré de l'OTAN. J'étais officier opération au 2e corps dans les années 90. On n'était pas intégré, mais on était réserve du groupe d'armées centre de l'OTAN. Donc, il faudra qu'on m'explique un petit peu. Mais donc, bref, elle n'a pas changé. L'armée soviétique, c'est l'artillerie. Et on progresse, et on progresse, et on progresse. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Les Ukrainiens seront-ils capables de monter une nouvelle offensive ? Je donne juste un exemple. Création de la 27e brigade, vous me direz que c'est qu'une brigade, qu'avec des armements occidentaux, et qui pour l'instant n'apparaît pas sur le front. Il y en a d'autres. Bon. Donc, est-ce qu'ils veulent faire ça ? Moi, j'ai la chance... D'accord, c'est pas ce qu'ils ont fait la première offensive, justement. Les Russes ont fait quelque chose d'autre opérationnel que leur habitude. Parce que là, ce qui se passe actuellement, c'est plutôt l'habitude russe. Et celle de l'offensive de février était un petit peu... non, mais je répète... Une grande opération à haute portée, on essaye... C'est l'opération type Crimée, un truc un peu de masqué, un peu machin, et avec une forte pression militaire. Mais non, mais une forte pression militaire autour, mais qui n'était pas censée aller faire la guerre. Je répète, la seule opération vraiment montée, c'était la prise de Kiev avec une opération aéroportée. Oui, je parle de Kiev. L'offensive de Kiev était une... Non, je parle de l'offensive aéroportée. Oui, je ne parle pas de ce qui venait de Biélorussie. Oui, j'ai compris, bon, pour revenir à mon offensive ukrainienne, donc aujourd'hui, sont-ils capables de lancer une offensive comme ça ? Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance de participer à on me donne des informations sur ce qui est observé. Il y a un truc qui est frappant, c'est que l'armée ukrainienne d'aujourd'hui, moi j'étais en Ukraine avec l'armée ukrainienne dans les années 2000, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était là. Après 2014, elle a été totalement modifiée. Le chef d'état-major a été changé, tous les chefs ont été changés, et ils ont une capacité tactique bien meilleure, et ils ont développé cette capacité tactique. En particulier, la capacité au plus bas niveau de saisir des opportunités. Ce qui, dans l'armée russe, est quasiment impossible à cause de la structure de commandement russe. La structure de commandement russe, elle a un défaut majeur. Elle n'a pas de sous-officiers. Elle a très peu de sous-officiers, d'officiers. Et dans la première phase de l'opération, beaucoup des officiers formés ont été tués. Et donc, il y a un problème de commandement au plus bas échelon qui fait que vous appliquez des schémas. Vous voyez ? D'où la réussite actuelle. On applique des schémas, on tire, et puis on progresse derrière les tirs, et puis on progresse. Mais il n'y a pas une capacité d'initiative qui permet de progresser comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je dis ? Les Russes appliquent leur tactique, ils sont dans l'offensive, et ça fonctionne, ça grignote, ça avance progressivement, etc. Les Ukrainiens,
Pour l'instant, vous avez le rideau qui tient, enfin qui essaye de tenir du moins, et derrière, qu'est-ce qui se prépare? Je n'en sais rien. Et je ne peux pas dire qu'ils attaqueront la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois ou pas. Et peut-être qu'ils n'attaqueront jamais. En revanche, qui peut craquer ce rideau notamment? Comment? Ce rideau va ou peut craquer? Il peut, bien sûr, il peut craquer. Bien sûr qu'il peut craquer. Et en revanche, alors là, c'est une critique vis-à-vis des Occidentaux. Les Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, la soutiennent toujours avec un temps de retard. Si vous voulez, il faut aller demander des chars, demander des machins, etc. Toujours avec un temps de retard. Si les Occidentaux avaient décidé depuis le départ, bon, on y va, ben, je vais vous dire, entre état-major, vous avez besoin de quoi, etc. Et ça aurait été prévu il y a 6 ou 8 mois, ce qui n'a pas été le cas. À chaque fois, ça a été des graduations qui ont fait que, d'une certaine façon, on met des rustines, on comble. Et donc, on ne donne pas les moyens dont l'Ukraine aurait besoin au moment T. On est toujours en retard d'un temps. Je vous donne la parole justement là-dessus. Je rebondis justement sur ces fournitures d'armes. Donc, vous disiez toujours un cran de retard selon vous. Il y a plus de 321 chars qui ont été promis par l'Occident à l'Ukraine. Justement, j'aimerais votre avis sur ces livraisons d'armes. Est-ce, selon vous, une bonne idée, est-ce une bonne chose de soutenir militairement, en tout cas, l'Ukraine? Et quelles en sont les conséquences? Je vous laisse d'abord la parole, évidemment, pour que vous rebondissiez. Justement, sur ce que vous avez dit, et là, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un désaccord, c'est le gros de l'armement ukrainien était un armement de type soviétique. Oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Tout à fait. Comme vous le savez très bien, le tout n'est pas juste de recevoir des armes, c'est une vision médiatique de l'arme magique qui arrive, c'est un peu jeu vidéo. Malheureusement, certains, y compris certains dirigeants politiques, c'est l'intégration des différents armements, leur combinaison opérationnelle, les chaînes logistiques, les chaînes de maintenance. On n'a pas rien donné aux Ukrainiens. On a quand même fourni énormément de matériel qui était gardé en Europe centrale, bien dans sûr, les pays de l'OTAN. Qui était dans les stocks. Tout balancé. Et c'est là qu'est le problème. C'est que jusqu'à maintenant, une partie de la résistance ukrainienne est due aussi à ce matériel qui était envoyé. Les chars T-72, rien que la Pologne, c'est 250. Un char T-72, c'est un char lourd. Mais ils ont l'entraînement, ils ont le matériel, c'est les mêmes munitions, c'est le même carburant, c'est la même chose, chaîne logistique, c'est le même système de réparation. Le truc, c'est qu'on a quasiment tout donné, il me semble, de ce côté-là. On va jusqu'à, pour vous dire, on va jusqu'en Colombie et au Brésil, où ils ont, parce qu'ils ont acheté ça à l'époque aux Soviétiques, des vieilles munitions qu'ils ont refusé de donner d'ailleurs. Donc, le Maroc, qui a fourni des T-72. Mais je crois si on n'est pas déjà arrivé, on va arriver au bout de tout ce qu'on a de matériel soviétique qu'on peut transmettre aux Ukrainiens. Et là, il y a un problème, c'est que, imaginons qu'on soit vraiment derrière les Ukrainiens et qu'on veut qu'ils gagnent. C'est bien sympathique de leur envoyer des armements, mais il faut que ces armements soient coordonnés les uns avec les autres. Or, ça va être très compliqué. C'est pour ça que le seul qui est vraiment intéressant dans l'histoire, c'est le char Léopard. Parce qu'il y en a plein en Europe, donc il y a des munitions, donc il y a des chaînes logistiques, donc il y a des chaînes de maintenance qui font qu'on peut avoir une vaste opération. Les 20-30 chars Leclerc qu'on pourra leur envoyer ou les 31 Abrams, on n'en verra pas. C'est folklorique, on peut les mettre à Kiev. Non, mais ça sera symbolique, ça tournera à Kiev pour la photo. Mais ce qui va compter, c'est la masse qui peut être envoyée sur le front. Donc on va revenir sur les armements, mais j'avais par contre une réflexion. Il me semble du côté russe, et pas que du côté de Poutine, le problème était économique. Et leur souci était, je pense que c'est une guerre préparée de long terme, et je pense qu'on est au-delà de simples opérations en Ukraine. Leur problème était, est-ce que notre préparation nous permet de tenir le coup? Le grand moment, je pense, qui est passé complètement, auquel ça nous est passé au-dessus de la tête, c'est en mai 2022, la Russie sort le rouble du système international et crée une devise de réserve avec l'ouverture de comptes en banque des pays étrangers à la Banque centrale de Russie pour acheter le gaz, le pétrole, les armements, peu importe, à la Russie, avec un rouble qui est indexé sur l'or et sur les matières premières, en particulier l'hydrocarbure. Donc, ils jouent à avoir le rouble comme le dollar ou l'euro. Et leur objectif était de voir, est-ce que ça tient? Est-ce que le pays tient? Est-ce que l'économie tient? Est-ce que l'inflation ne part pas est à contrôler? Est-ce qu'on arrive à maintenir le rouble? Est-ce qu'on arrive à contourner les approvisionnements? Ce qui est le cas, y compris sur les microprocesseurs. Les chiffres sont tombés la semaine dernière. D'où les chiffres les bons chiffres du FMI. Maintenant que c'est stabilisé et que la Russie va tenir,
économiquement, l'offensive que nous avons lancée, enfin nous, l'Occident, l'offensive économique a échoué complètement. Et donc là, les Russes se disent, bon, on peut y aller plus lourd au niveau de la guerre, et c'est là que ça va devenir très compliqué. Au moment même où les matériels dont peuvent disposer les Ukrainiens sont des matériels auxquels ils ne sont pas nécessairement habitués, qui ne vont pas être nécessairement coordonnés, et qu'on ne peut pas non plus livrer vraiment en masse, parce que ça, on va y revenir, mais pas beaucoup en fait. Pas beaucoup, c'est vieux, et le problème principal, c'est celui des munitions. Donc c'était la semaine dernière, c'était le chef d'état-major britannique, il a dit il y a un jour de réserve de munitions pour une guerre de haute intensité. La Grande-Bretagne, je sais pas, c'est pas la Macédoine, c'est un grand pays. La France, c'est combien? C'est 3 jours, une semaine, enfin c'est ridicule. Et c'est à peu près tous pareil. Et donc les munitions, et là on a un vrai souci. Et visiblement, les Russes, pour ceux qui suivaient, ont gardé. Ça m'amuse parce qu'il y a quelques années, il y avait des jeunes officiers russes qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que les Russes gardent des stocks gigantesques de vieux machins là, de 152 mm de l'époque soviétique. Voilà pourquoi. Vous avez l'air d'accord, Général Trinquant. Alors, moi, d'abord, sur les munitions, il y a quelque chose qui m'a frappé. Quand on regarde les images des munitions, c'est le nombre de munitions non explosées. Ça, c'est impressionnant. Ça veut dire que ça vient effectivement de stocks très anciens. Et là-dedans, vous en avez 1 sur 3 ou 1 sur 4, j'en sais rien, qui ne fonctionne pas. Bon, premier point. J'en reviens à mon point sur l'armement. Oui, tout à fait d'accord. L'armée ukrainienne a fonctionné avec de l'armement ex-soviétique, qu'elle avait ou qui a été donné par tous les stocks qui venaient des pays de l'Est. Et aussi qui venaient de Russie. Parce qu'il faut voir le nombre de chars qui ont été abandonnés par les Russes et qui ont été récupérés par les Ukrainiens. Abandonnés à cause des problèmes logistiques qu'avait l'armée russe. Bon, et donc, moi, j'en reviens à l'armement occidental, entre guillemets, et je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est de coordonner des armements, d'abord qu'ils n'avaient pas, ensuite très disparates. Je vous donne un simple exemple. L'armement antiaérien. Crotale, Sams, Patriot, norvégien, britannique, j'ai oublié les noms, tous ces armements-là. Mais ça doit être coordonné, ça. Ils ont des systèmes radars différents, ils ont des systèmes de guidage différents, lequel fait de la basse couche, de la haute couche, de la coordination. La coordination, 3e dimension, dans une armée nationale, c'est déjà compliqué. Mais alors, quand vous allez dans une armée où vous exportez et qui n'a pas l'habitude de ces matériels, c'est très compliqué. C'est pour ça que je disais que les Occidentaux ont eu tort de dire... Alors, ils ont eu tort, attendez, ce n'est pas ma position, je pense simplement sur le plan militaire. Militaire, pour faire les choses intelligemment, il faut le planifier avant, le monter et le déployer. Or là, parce qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient mettre l'économie russe à genoux. En fait, c'est le déterminant principal. Moi, je pense, donc je pense honnêtement, il n'y a pas besoin. Je suis assez d'accord avec vous sur l'économie russe. Alors là, expérience ONU, l'embargo, ça ne fonctionne jamais. Mais alors, en plus, là, c'est une passoire. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous pensez que on vient d'interdire le diesel russe, d'accord? Bon, en fait, il est raffiné en Inde et revendu en Europe. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Je pense effectivement que le combat du président Poutine et de la Russie est d'une autre nature. Il est civilisationnel, il est multilatéralisme et non pas unilatéralisme. Je comprends tout ce sujet-là. Mon sujet, il n'est pas là. Mon sujet, il est l'emploi de la guerre pour régler ces problèmes-là. Je considère qu'un membre permanent du Conseil de sécurité a d'autres cartes en main à jouer que d'aller faire la guerre. Et je pense, j'en reviens au début de notre conversation, je pense que ça a été une erreur d'appréciation du président Poutine et qu'il n'est pas capable de revenir en arrière. Qu'allait-il faire dans cette galère? Il est dans une impasse dans laquelle, maintenant il y a la guerre, on fait la guerre. On fait la guerre. Il y a une option, c'est qu'ils peuvent gagner. Hein. Je sais que vous ne pensez pas, mais... Non, je ne pense pas pour une raison simple. Les Occidentaux se sont tellement engagés derrière qu'ils ne laisseront pas gagner. Alors qu'est-ce que ça veut dire gagner et perdre, d'ailleurs, hein? Ça, c'est un autre sujet. Les Occidentaux sont énormément engagés, vous venez de le dire, effectivement. Et vous, tout à l'heure, que je comprenne bien, vous nous dites quand même que la livraison d'armes est très peu efficace, en réalité. Non, je ne dis pas qu'elle est très peu efficace. Comme elle est faite aujourd'hui, elle arrive toujours avec un temps de retard. La livraison d'armes, c'est très efficace. On disait les léopards, vous allez mettre 350 léopards, je peux vous dire. Il faut se souvenir que les léopards,
comme les Leclerc, comme les Abrams et tout, ont été construits pour détruire les chars russes. Bon, donc ils ont été faits pour ça. Donc, si vous voulez, c'est un ajout majeur. Ce que je dis simplement, c'est que ça arrive trop en retard. C'est qu'on est au fil de l'eau à dire, merde, on n'a plus de T-72, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous faut des léopards. Alors, crac, on va organiser le truc. C'est pas comme ça que ça se fait. Ça se monte avant, ça se planifie avant. Mais sauf que les Occidentaux, dans cette guerre à laquelle ils ne croyaient pas, ils ne pensaient pas que ça allait se déclarer, cette guerre, ils inventent au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut soutenir militairement l'Ukraine, Général Trinquant ? Comment ? Est-ce qu'il faut soutenir militairement l'Ukraine ? Alors, je rappelle simplement l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine a été envahie. Elle a donc le droit à la légitime défense et tout pays a le droit de la soutenir. C'est aussi simple que ça. Un commentaire, Georges Kosmanovic, peut-être ? C'est tout à fait juste. Néanmoins, ça ne marche pas comme ça, les relations internationales. Qu'est-ce à dire ? Il fallait qu'on envoie des armes à l'Irak parce qu'ils ont été envahis illégalement par les États-Unis ? Ou la guerre du Kosovo, ou la guerre de Libye. Je voudrais juste vous rappeler que concernant l'Irak, la France, et j'étais à New York à l'époque, s'est battue contre. Les États-Unis ont été obligés d'envahir l'Irak sans résolution du Conseil de sécurité, c'est-à-dire contre le droit, et les Américains avaient tort. Point barre. Je ne vais pas soutenir les Américains. C'est bien ce que je vous dis, entièrement d'accord. Mais là, la question était sur le soutien militaire. Et moi, je pense que la position de la France devrait être la position qu'elle a eue en 2003, et d'être la nation levier qui essaye d'amener tout le monde à la paix. Parce qu'à la fin, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que ça s'arrête. Aussi bien pour les Ukrainiens qui meurent, 2, pour plus largement les gens qui meurent dans la région, 3, pour l'économie mondiale. Je pense que la France fait suffisamment ça depuis le début de la guerre, et suffisamment critiqué par tout le monde, parce qu'on veut garder un canal de négociation avec le président Poutine, pour qu'on ne puisse pas dire que la France n'essaye pas de rapprocher. Mais elle a essayé. Je pense que M. Macron a subi énormément de pression de nos amis de Washington, comme M. Scholz a subi énormément de pression. Attendez, il y a aussi autre chose. Quand vous parlez à un mur, il y a un moment où vous dites ça va. Alors, je pense que c'est plus compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne... Si je me permets, pour aller dans le sens de ce que disait le général, Rheinmetall va construire une usine en Hongrie de munitions, opérationnelle en janvier 2024. La France vient de passer des accords pour ouvrir une usine de munitions de 155 avec l'Australie, à 20 000 km du front. Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que c'est très, très, très décalé. Ça pourrait dans votre sens. La France, les munitions, l'accord, la France a mis sur la table pour le budget 2023 2 milliards d'euros pour fabriquer des munitions. Elle a fait un accord avec l'Australie pour importer de la poudre d'Australie pour pouvoir approvisionner les munitions. Il se trouve que j'ai été écouté par une commission parlementaire sur les munitions. Je connais un peu le sujet. Le problème des munitions, ce sont les sous-ensembles. Ouais. Quand vous pensez qu'aujourd'hui en Europe, il y a des produits que nous ne pouvons pas produire à cause des normes écologiques. Et donc, on est obligé de les importer. Non, mais si. Oui, mais je sais bien. Et donc, on est obligé d'importer. Et le fait est que dans les munitions, tout ceci se met en route. Mais ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'on prend du retard. Mais on le fait en retard. Mais encore une fois, vraiment, je pense que c'est parce que nos dirigeants... quand Bruno Le Maire dit on va mettre la Russie à genoux, je pense qu'il le croit vraiment. Non, mais je pense qu'il le croit beaucoup moins. Oui, là, maintenant... Dans le domaine de l'économie... Non, mais dans le domaine de l'économie... pardonnez-moi, mais c'est pas comme ça que ça marchera, quoi. Tout à l'heure, vous aviez dit que l'Ukraine avait le droit de se défendre et pouvait être soutenue par les différents pays, différentes nations. Par contre, c'est évident qu'elle a le droit de se défendre. Et surtout le soutien des différents pays, surtout ce point-là. Géopolitique, on peut faire ce qu'on veut. Il y a une autre guerre actuellement qui s'y passe, également aux portes de l'Europe, qu'on oublie, qui est la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pourquoi aucune réaction de l'Occident, à l'inverse de l'Ukraine qu'on soutient? Je rappelle que le pays qui devait assurer la stabilité là-bas, c'était quand même la Russie. Il y a une force de maintien de la paix russe. Non mais attendez, c'était quand même ça. L'Union européenne vient de décider de mettre en place une mission européenne, profitant de l'absence d'une certaine façon de la Russie, qui a autre chose à faire. L'Union européenne vient de décider la mise en place d'une mission en Arménie. Alors vous me direz, c'est pas ce qui va régler le truc, mais bon, elle s'occupe du sujet. Bon, ça c'est simplement pour dire que ne croyons pas qu'on ne s'en occupe pas. On s'en occupe pour pallier l'absence de la Russie qui a décidé de ne pas intervenir pour des raisons compliquées, parce que l'Azerbaïdjan et la Russie ont aussi des rapports, j'allais dire intimes.
Mais vous avez raison. Mais ça, c'est le problème des focales. On a une guerre. Vous parlez de l'Arménie et vous avez parfaitement raison de parler de l'Arménie. Est-ce qu'on parle du Yémen? Est-ce qu'on parle de la Somalie? Est-ce qu'on parle de... Tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on devrait envoyer des chars? Où? En Arménie? Non, mais on envoie des chars au Yémen. Des chars Leclerc sont c'est les pays du Moyen-Orient, de la zone qui les ont. L'Arabie Saoudite, Puisque c'est pas un petit pays. Non, hein. c'est pas. Ouais. L'Arabie Saoudite, et chars, les Émirats. Et les Émirats. Mais il y a des études même sur l'efficacité. Ce que je veux dire, c'est que le problème de Focal, c'est que à partir du moment où il y a un problème aussi qui saute au visage, comme l'Ukraine, vous avez raison, on ne s'occupe pas assez du reste. Et vous avez raison. Maintenant, je répète, avec ses petits bras, bon, il a quand même des bras économiques importants, mais avec ses petits bras, l'Union européenne a dit « Ok, à la demande de l'Arménie, la Russie veut plus s'en occuper, on va envoyer une mission là-bas. » Je ne dis pas que ça va régler le problème, mais ça montre qu'on s'en préoccupe. Il y a le problème de Focal, mais je pense que là, il est secondaire. On a un autre problème, c'est qu'on a besoin de gaz. On a décidé, pour des raisons officiellement relatives aux droits de l'homme, de ne plus acheter du gaz et autres hydrocarbures et sources d'énergie à la Russie. Donc on va le chercher dans des grandes démocraties comme celle de M. Aliyev, pour lesquelles Mme von der Leyen a les yeux de chimène. Et puis le gazoduc qui passe par la Turquie, pour laquelle, depuis les accords sur les migrants qu'on paye tous les ans pour qu'ils ne les envoient pas, plus l'invasion, parce que c'est aussi une invasion, de la Syrie du Nord, bon, ça ne pose pas plus de problèmes. On ne peut pas se mettre la Turquie et l'Azerbaïdjan à dos, donc c'est bouche cousue. Et d'ailleurs, c'est une information, impossible d'avoir quoi que ce soit à ce sujet. Je pense qu'on est face à un gros problème en Europe. C'est le tremblement de terre qui vient d'avoir lieu en Turquie. Bien sûr. L'information qu'on n'a pas, c'est qui m'a intéressé tout de suite. En Syrie, les deux. Oui, Turquie-Syrie, bon, c'est abominable, il y a des milliers de morts. Visiblement les des chiffres sont millions effrayants. de gens qui sont dans une situation pas possible. Mais il y a un gazoduc, ce gazoduc-là, il passe là où impossible de trouver l'information sur l'état de destruction ou pas de ce gazoduc. Si malheureusement il est touché, alors là, c'est un vrai gros problème. Parce que ça se répare, même sous l'eau, ça se répare, mais ça met beaucoup de temps quand même à se réparer, même sur Terre. Et dans ce cas-là, vu que nous aurons vidé à cet hiver une bonne partie de notre gaz, et on aura un vrai problème. Sur les affaires de gaz et la géostratégie globale, il y a un sujet qui est très intéressant dont on ne parle pas beaucoup, hein, c'est l'Asie centrale. Il se trouve que l'Asie centrale, je connais bien pour y être allé plusieurs fois. Le Kazakhstan. Je rappelle que le Kazakhstan, après les élections, il y a eu des mouvements. La Russie a envoyé quelques troupes parachutistes, ça s'est réglé, ils sont repartis. Eh bien, le Kazakhstan, lui, il applique l'embargo européen. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses clients, c'est l'Europe. Et que la Russie, ça les intéresse moyennement. Là aussi, dans ces pays, on parlait de minorité, on parlera peut-être de population plus tard, il y a une minorité russe aussi au Kazakhstan. Il y a une minorité russe dans les autres pays d'Asie centrale. Mais le Kazakhstan, il considère qu'il n'est plus une colonie russe. Et que donc, il a une politique indépendante. Le président du Kazakhstan est venu en France pour négocier ces trucs-là avec la France et l'Europe, hein, pas avec la France, hein, avec l'Europe. Et il a une position extrêmement indépendante et autonome. Et ça, on n'en parle pas assez. Je suis le premier à dire l'embargo, c'est une passoire. Est-ce à dire que tout le monde soutient la position russe aujourd'hui? En Asie centrale, à l'évidence, non. Non, c'est vrai. Bon, en même temps, au Kazakhstan, c'est un tout petit peu compliqué et ils sont malins. Bon, eux aussi, le gaz passe par le même endroit. Et puis, ils ont un vrai ils ne vont pas se mettre à dos la Russie parce que au nord non, mais c'est le même problème que l'Ukraine. Hein. C'est-à-dire que le nord, les populations russes sont au nord du Kazakhstan. Là, il y a beaucoup de ressources. Et donc, il n'y a pas du tout envie de se retrouver dans une situation. Donc, bon, je pense que c'est un bon diplomate et il fait comme il faut pour éviter de prendre une balle perdue dans cette histoire. Pour en revenir juste au conflit russo-ukrainien plus spécifiquement, est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer, vu l'implication en tout cas de l'Occident dans ce conflit, est-ce que c'est finalement une guerre entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre? Est-ce qu'on peut le considérer, Georges Kusmanovic? En tout cas, ça en a des caractéristiques. C'est perçu comme ça par beaucoup de gens, beaucoup de pays, beaucoup de citoyens de différents pays, dit des pays en voie de développement et des BRICS, réellement perçu comme ça. J'ai passé 2 mois en Afrique de l'Ouest. C'est clair et net que c'est perçu comme ça.
Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus une guerre entre les BRICS et spécifiquement l'axe Pékin-Moscou et les États-Unis sur cette histoire d'hégémonie du dollar ou pas hégémonie du dollar dans les échanges internationaux. C'est là qu'est le nœud du problème. Par contre, je suis convaincu que ce n'est pas notre guerre à nous Français, celle d'Ukraine. Nos intérêts économiques. Si on reprend ce que disait le général de Gaulle, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, nos intérêts économiques n'étaient pas spécifiquement en Ukraine, étaient beaucoup plus en Russie. Entre Total qui exploitait le gisement de Yamal avec les Russes et nos 530 entreprises, 30% du marché russe de l'automobile qui était détenu par Renault. Bon, la France a une très très grosse perte, mais ce n'est pas notre intérêt non plus, car on voit ce qui se passe pour nous, Européens. Je me considère plus européen qu'exclusivement occidental. Pour nous, Européens, nous nous enfonçons encore plus dans une domination impériale américaine qui, comme elle ne s'exerce moins ailleurs, s'exerce d'une manière de plus en plus âpre sur nous. Et on n'a pas cette indépendance ni nationale, et encore moins européenne. Les concepts de souveraineté européenne, de défense européenne, tout ça est en train de fondre dans un aliment à Washington qui, moi, me désespère. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'on va y gagner. Mais je rappelle que le président Macron disait il y a 1 an et demi, le temps est en état de mort cérébrale. Merci, Monsieur Poutine, il a ressuscité l'OTAN. Attendez, c'est lui qui réunit l'OTAN. L'OTAN, il faut bien le voir, pour beaucoup de pays de l'Est, j'ai rencontré les pays baltes, les pays d'Europe de l'Est, etc., ils ont été occupés par l'Union soviétique. Quand vous dites ça aux Russes, ils disent non, on a libéré l'Est de l'Europe. Oui, bon, d'accord. Ils ont été occupés. Et eux, moi j'étais responsable des relations entre la France et les pays d'Europe jusqu'à l'Asie centrale, d'ailleurs, c'est pour ça que je connaissais bien l'Asie centrale. Vous alliez dans tous ces pays-là, et vous disiez, attendez, nous, d'abord l'OTAN, hein, parce que là, l'ours, il va revenir. Et quand vous discutez avec ça, c'est toujours leur leitmotiv. Donc, j'en reviens à l'OTAN a été ressuscité. Il n'y a qu'à voir les plans. Il y a une réunion le 14 et le 15 à l'OTAN. Sur les nouveaux plans de l'OTAN, on est encore en train de grimper comme ça. Et ça, c'est Poutine qui l'a voulu. Donc, quand il vous dit qu'il avait peur de l'OTAN, etc., etc., mais l'OTAN était en train, petit à petit, grâce à M. Trump au passage, de disparaître. L'article 5, ça ne joue pas vraiment, ce n'est pas important. Après la catastrophe qu'a été l'évacuation de Kaboul, tous les Européens se regardaient en disant putain, là quand même, l'OTAN, c'est pas terrible. Et donc, tout ceci, j'en reviens, qu'allait-il faire dans cette galère ? Moi, j'en reviens. Ce sera le mot de la fin. Merci, Général Trinquant. Navré. Je vous laisse, allez-y, je vous en prie. Non, c'est un petit mot de fin. Mon mot de la fin, c'est je ne suis pas sûr que notre soutien à l'Ukraine soit réellement un soutien aux Ukrainiens, car on en verra les conséquences. Je ne suis pas sûr qu'on gagne. Et si à la fin, notre soutien a causé la mort de 200 000, 300 000 Ukrainiens, la destruction de toutes les infrastructures et la perte d'une part importante du territoire, c'est un drôle de soutien. Je comprendrais que des gens viennent avec la facture nous demander... N'inversons pas les données. Celui qui a créé la guerre, c'est Poutine. Ce sera le mot de la fin de chacun. Merci à vous deux. Merci Georges Kuzmanovic. Merci Général Trinquant. C'était un débat tumultueux mais très respectueux et je vous en félicite. Merci encore à vous d'être venus. Merci à vous qui nous suivez. N'hésitez pas à vous abonner, à retrouver notre magazine, le premier numéro du magazine d'Omerta en kiosque. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et n'hésitez pas à commenter et donner aussi votre avis. Merci encore messieurs et très bonne soirée.